Depuis le début de la crise sanitaire, il a beaucoup été question des gestes indispensables pour se protéger, et des conséquences physiques et vitales du virus. On parle beaucoup moins des conséquences mentales. Et pourtant, de nombreux troubles sont là, leurs conséquences se font déjà ressentir et se feront ressentir pendant plusieurs années encore. Nous avons joint l'un des chercheurs du CNRS qui appartient au Centre de recherche médecine, sciences, santé mentale et société. Bonsoir Xavier Briffaut. Bonsoir. Cette crise sanitaire a eu de multiples répercussions sur notre santé mentale. Quels sont les troubles, tout d'abord, que l'on a vu apparaître? Ce sont avant tout les troubles anxieux, les troubles du sommeil avant ça même, et puis ce qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment, ce sont les troubles dépressifs. La dépression, il faut savoir que classiquement, ça représente à peu près 6 de la population chaque année qui fait un épisode dépressif, dont un tiers sévère. Un épisode dépressif sévère, ça veut dire qu'on ne peut plus du tout fonctionner, hein. On ne peut plus travailler, on ne peut plus s'occuper de soi, on risque d'être hospitalisé, on est à risque très augmenté de suicide. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est une multiplication par 2 des troubles dépressifs, en tout cas de la symptomatologie dépressive dans un premier temps, dans les enquêtes. Il y a l'anxiété, mais il y a d'autres facteurs de ces troubles, hein. Il y a la peur face à la maladie, mais pas seulement. Non, pas seulement du tout. Alors la peur face à la maladie, on l'a vu surtout dans un 1er temps, hein, au mois de mars, où là effectivement le virus est arrivé, on avait très peu de connaissances. Donc effectivement, ça a beaucoup terrorisé, tout le monde. Donc le premier confinement a été, bon, on va dire une stratégie, de d'urgence, de réaction rapide parce qu'on n'avait pas anticipé les choses, bon. D'une certaine manière, ça a protégé quand même la population du virus, ça c'est sûr, mais aussi sa santé mentale parce que, les gens ont été protégés d'être exposés à quelque chose qu'ils considéraient comme très dangereux. C'était presque un cocon en mars. Aujourd'hui, certains le voient comme une prison. En effet, ça a été plutôt anxiolytique et protecteur, en mars, même si ça a eu des conséquences déjà très, très graves chez les gens qui étaient confinés dans des conditions, difficiles ou qui ne pouvaient pas se confiner, qui devaient continuer à travailler, qui eux étaient exposés, au risque viral perçu. Là, on s'aperçoit qu'en fait, ça devient une modalité récurrente de gestion de la crise. À Monaco, on a la chance de ne pas être confiné, mais les pays Oui. voisins ont des politiques de confinement. Cela Mmh. reste tout de même dangereux pour la santé mentale puisque, aux frontières, tout est verrouillé. L'épidémiologie du Covid à Monaco a l'air effectivement meilleure qu'ailleurs. On peut penser que c'est dans une bonne mesure en raison d'un très bon respect de ce qu'on appelle les gestes barrières. À Monaco, possiblement, on a une population un peu plus éduquée, de façon générale qu'ailleurs. On a aussi probablement un niveau de revenu plus élevé. On a des conditions de logement, meilleures. On a peut-être moins de transports en commun. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui concourent à ce que l'épidémie soit mieux contrôlable à Monaco sans confinement. Il n'en reste pas moins que pour tous, le contexte international est anxiogène. Dans les enquêtes que vous avez conduites avec des professionnels de tous bords, ce qu'il ressort, c'est que les gens ont en quelque sorte perdu l'envie. Oui, la première chose qu'on a vue, c'est les troubles du sommeil, ça c'est classique. Mais ensuite, la perte d'envie, effectivement, ce qu'on appelle l'anédonie, la perte du plaisir, qui est un des symptômes de la dépression. La perte du plaisir, la perte du désir, la perte de capacité à se projeter dans l'avenir, le sentiment d'avenir bouché. Et on voit des gens qui ne rient plus, qui ne lisent plus, qui n'ont plus d'activité plaisante et qui se dépriment, tout simplement, progressivement. Tous les âges sont touchés. Si on prend les jeunes, par exemple, et même les très jeunes, les enfants, on voit tout de suite les conséquences que ça a, mais surtout que ça va avoir. C'est-à-dire si, on démolit la capacité des étudiants à se former ou la capacité des enfants à être éduqués à l'école, à apprendre à lire, à avoir des amis, à adopter des comportements relationnels, adaptés, et bénéfiques, bah, ça va avoir des conséquences sur des années, des dizaines d'années. Pour les personnes, en situation, active, il peut y avoir des alors les personnes dont l'activité économique est détruite par le confinement, évidemment, elles sont impactées immédiatement. Et là, le risque majeur, c'est la dépression. Et derrière la dépression, c'est le suicide. Non pas que tous les dépressifs se suicident, très loin de là. Mais les autres qui doivent télétravailler, par exemple, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça, qu'il faut monter un poste de travail de briquet de broc, que le management ne suit pas forcément, que du coup ça génère un burn-out permanent, des conflits familiaux. Tout ça, le burn-out, c'est aussi quelque chose qui fait le lit de la dépression à plus long terme. Chez les personnes âgées, évidemment, elles sont plus terrorisées
ou anxieuses. Cela va être un mal insidieux, qui pourrait avoir des effets, sur le long terme. On peut dire qu'il y a quelque chose de la vie collective, quelque chose du vivre ensemble, quelque chose des modalités habituelles de notre lien social qui a été, j'ai envie de dire, fracassé par le confinement. Donc on sait que, la manière qu'on avait de se projeter dans l'avenir, de vivre ensemble, de prévoir nos activités, on sait que tout ça, ça peut être détruit, continuer à être détruit. Et ça, c'est le fond commun de sécurité sociale, de sécurité relationnelle qui est altéré. Vous n'êtes pas médecin, mais à travers les études que vous conduisez, vous avez certainement des clés, des pistes de réflexion. Comment aujourd'hui justement préserver sa santé mentale? Les médecins ont un rôle bien précis dans la maladie. Leur rôle, c'est de soigner. En particulier, les médecins hospitaliers, réanimateurs, infectiologues, sont confrontés à des situations absolument dramatiques. Il faut d'ailleurs souligner que leur propre santé mentale, on doit en prendre soin. Par contre, il y a un phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que du fait qu'ils vivent des situations extrêmement difficiles et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir apporter le service médical qu'ils aimeraient apporter à la population, c'est-à-dire pouvoir soigner tout le monde, du coup, on peut dire que quand même ils font un peu comme les managers débordés en entreprise, vous voyez? Ils transfèrent leur stress. Il y a des spécialistes de la prévention en santé publique. Il y a des spécialistes de la psychologie, de la psychiatrie. Je pense qu'il est important que ces spécialistes se mobilisent pour parler à la population en complément de ce que peuvent dire les médecins hospitaliers dans leur périmètre spécifique qui devrait rester le leur, celui du soin des patients hospitalisés infectés. Xavier Briffaut, chercheur au Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société du CNRS. Merci d'avoir été notre invité pour cet éclairage sur les conséquences de la crise sur notre santé mentale. Merci à vous.